Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, c'est un site, une émission exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Dans la galaxie, Rémy Cointreau, l'historique groupe de spiritueux, se cultive l'ultra luxe, le cognac Louis XIII, histoire d'un positionnement. Éric Vallat, le directeur général de Rémy Cointreau, est l'invité d'Iconic Business. Rencontre à l'hôtel de Crillon avec le meilleur sommelier de France, Xavier Tuisa, visite d'ailleurs d'une des plus belles caves de France, et ça, c'est en prime. Électron libre, dernier des derniers indépendants de la place Vendôme, le joaillier parisien Laurence Baumer et son associé Cédric Aumonier sont dans les désirables de la semaine, le créatif et le stratégique. Sans oublier l'iconique capsule Tendance et Phénomène, la maison Gainsbourg ouvre ses portes à présent au public. C'est Iconic Business, bienvenue. Avec nous dans Iconic Business, Éric Vallat, directeur général de Rémy Cointreau. Bonjour. Bonjour Audrey. Louis XIII, je le disais, c'est l'histoire véritablement d'un positionnement dans la galaxie Rémy Cointreau, l'histoire du cognac le plus exclusif. Pourquoi ? Parce qu'il y a le storytelling, le contenant, le contenu et la valeur. C'est la recette du succès ? Alors c'est d'abord plus de 150 ans d'histoire, donc ça ne s'est pas fait en un jour et je me trouve très privilégié d'ailleurs de pouvoir parler d'une marque dont notre génération hérite et que l'on espère pouvoir transmettre aux suivantes. Mais en fait, ce qui fait une marque d'exception, ce qui fait le luxe, c'est pas tellement le prix, mais c'est pour moi en tout cas un produit, une marque et une expérience. Un breuvage déjà très rare dans son assemblage. Oui, alors au-delà de l'assemblage, c'est déjà la sélectivité du terroir. Nous, on a un rapport évidemment éminemment important au terroir. Il faut bien comprendre qu'il y a les spiritueux, il y a le brandy, il y a le cognac. Au sein de l'appellation cognac, il y a les crus de grande et petite champagne qui font la petite champagne, qui présentent le meilleur potentiel de vieillissement. Il y a la grande champagne. Et pour Louis XIII, on ne sélectionne que les eaux de vie primées, donc un tout petit nombre, de la grande champagne. Elles doivent ensuite vieillir plus de 40 ans avant d'être potentiellement sélectionnées par un lointain successeur de notre maître de chai pour être dans la carafe. Donc il y a un enjeu de sélectivité du terroir. C'est d'abord la terre qui produit le liquide de Louis XIII. Et après, effectivement, il y a l'assemblage. Le prix n'est pas le sujet, c'est un produit de collectionneur, d'amateur d'ultra-luxe ? Alors le prix n'est pas le sujet parce que le prix est la conséquence. Ça reste évidemment un produit avec un niveau de prix. C'est à la fois des amateurs, des collectionneurs, des grands amateurs de cognac, de spiritueux, mais aussi de produits de luxe. La clientèle de Louis XIII, ce n'est pas uniquement un amateur de spiritueux. C'est un client de produits de luxe d'une manière générale. Et d'ailleurs, chez Louis XIII, on a une clientèle beaucoup plus équilibrée entre hommes et femmes parce que justement, c'est ce qu'on vient chercher. On vient chercher une histoire particulière. Est-ce qu'on peut donner une fourchette de prix ? Oui, la carafe telle que vous la voyez, alors c'est pas celle-là, mais elle, à 75 centilitres, elle commence à peu près à $4 000, 4 000 €. Une carafe exceptionnelle. On voit les images si vous nous suivez en télévision. Une carafe exceptionnelle, exceptionnelle dans l'objet, exceptionnelle dans sa confection. Ça fait aussi partie de l'histoire de ce cognac si exclusif. Oui, absolument. Le contenant, elle est en cristal. C'est totalement, entièrement faite en cristal chez Baccarat, chez Saint-Louis et certains autres de nos fournisseurs. C'est un vrai savoir-faire. Mais j'insiste, c'est vrai qu'il fallait le plus beau des écrins. On aime bien dit d'ailleurs qu'on a autant de chances de battre un maître aux échecs que de déguster un Louis XIII, tellement en fait c'est rare comme produit. Quels marchés en sont actuellement les plus friands ? Donc hommes, femmes, c'est à peu près équilibré. Le cognac Louis XIII, on le retrouve plus sur un marché français où c'est complètement éclaté selon les zones géographiques. Alors c'est plus équilibré, pas encore totalement équilibré, et ça reflète finalement le marché du luxe, c'est-à-dire que les marchés américains et chinois sont des marchés extrêmement importants pour la marque Louis XIII. Mais avec Louis XIII, finalement, on ne regarde pas vraiment les pays, on regarde les villes. On regarde ce qu'on appelle les high net worth individuals, où qu'ils soient en fait. Mais c'est d'abord effectivement en Chine, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis que se fait l'activité, que se construit l'activité de Louis XIII. On achète un savoir-faire également, et on va le voir, vous en parliez tout à l'heure, on va le voir avec Nathan Cocampo, dont le gardien, le chef d'orchestre et le maître de chai. On va voir ça avec vous, Nathan, à l'heure actuelle, et c'est Baptiste Loiseau. Oui, Baptiste Loiseau, devenu maître de chai en 2014. À l'époque, il est alors l'un des plus jeunes à occuper ce poste, à seulement 34 ans. Et la jeunesse de Baptiste Loiseau interpelle, tant ce métier est difficile, complexe. Il repose sur une longue expérience de vinification. Comme un grand parfumeur, il faut avant tout un nez,
comme un sixième sens pour cerner les bons assemblages, la maturation, la recherche de nouveautés aussi. Tout repose sur lui, comme à l'époque de Paul-Émile Rémy Martin, premier maître de chai de la maison en 1874 lors de la création de ce cognac. 7 générations de maîtres de chai se sont succédés, chacun poursuivant l'œuvre de son prédécesseur. Bon, c'est, Nathan, un métier très rigoureux pour un cognac, on le disait, des plus précieux. Oui, la création d'un cognac d'exception comme Louis XIII passe d'abord par la sélection des eaux de vie avec un œil de visionnaire pour penser aux cuvées des prochaines décennies, des prochains maîtres de chai. Ces eaux de vie sont vieillies dans des fûts de chêne du Limousin centenaire, puis sont assemblées par le maître de chai. Un assemblage de 1200 eaux de vie. La plus jeune, vous l'avez dit, a plus de 40 ans. Les plus vieilles dépassent les 100 ans. Avec le chêne, le cognac prend ainsi une teinte acajou et des saveurs comme le miel, la prune, le cigare ou encore le cuir. Chaque carafe Louis XIII est donc unique et numérotée. Merci Nathan. Je fais une parenthèse, Éric Vallat. Comment on sélectionne ce maître de chai? Parce que c'est la pierre angulaire. En fait, ça s'est fait naturellement. Moi, je n'ai vécu qu'une transition. C'est d'ailleurs Baptiste qui, effectivement, était le plus jeune, qui a succédé à la première femme maître de chai. Donc, c'était une belle histoire. Et Baptiste était déjà dans la place depuis de nombreuses années. Et il travaillait avec Pierrette parce qu'effectivement, c'est l'expérience aussi qui donne cette capacité à faire l'assemblage que requiert Louis XIII. Donc c'est un mélange d'esprit scientifique, Baptiste est ingénieur, mais aussi évidemment d'esprit créateur, de nez, comme vous le disiez. C'est une alchimie très complexe, les gens comme cela ne courent pas les rues, mais très tôt, Baptiste avait été identifié par Pierrette comme étant son successeur. Et il a eu la chance de passer plusieurs années avec elle avant de prendre sa suite. On le disait, des carafes uniques, numérotées, des éditions limitées aussi pour cultiver la rareté et l'exclusivité. Oui, et je disais que c'était l'expression du terroir et du temps. Et il arrive que dans un chai repose un tierçon. Les tierçons sont les fûts spécifiques que nous utilisons pour Louis XIII, qui sont plus grands, qui sont très difficiles à réaliser d'ailleurs, qui reposent dans des chais depuis plusieurs décennies. Et Baptiste, de temps en temps, peut tomber sur un fût d'exception et va dire celui-là, on va en faire une édition limitée. L'alchimie du climat, du temps, en a fait un produit d'exception. Et dans ce cas-là, ça devient, par exemple, Rercasque, qui est celui qu'on voyait là. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas dire qu'on va faire un Rercasque tous les 2 ans, tous les 3 ans. Non, ça vient quand ça vient quand c'est prêt. C'est la 3e édition uniquement. Et c'est vraiment d'abord le temps qui a fait son œuvre et Baptiste qui a cette capacité à le repérer comme étant un fût d'exception. Et ça veut dire, est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, l'enjeu climatique est déjà sur la table? Oui, bien sûr. Quand on vit de la terre comme nous, l'enjeu climatique, il est omniprésent. Alors, j'ai envie de dire d'ailleurs que pendant des décennies, s'occuper et prendre soin de ces terres, c'était les rendre productives. Et puis, depuis quelques décennies, on sait que c'est bien de les rendre productives, mais il faut d'abord s'assurer aussi de pouvoir les transmettre aux générations futures. Et c'est notre obsession aujourd'hui. Ce qui pourrait réjouir Xavier Tuisa, chef sommelier au Crillon, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France que Sarah Durand a rencontré. Je suis à l'hôtel de Crillon et aujourd'hui nous rencontrons le chef sommelier Xavier Tuisa, meilleur sommelier de France et depuis juin dernier, meilleur ouvrier de France. C'est une longue préparation qui dure pour ma part 18 mois et qui a permis d'être dans l'extrême détail et dans l'excellence. Alors là on est dans votre élément, on est dans la cave de l'hôtel de Crillon et c'est pas n'importe quelle cave, c'est même l'une des plus riches de France paraît-il. Oui, effectivement, on a plus de 40 000 bouteilles ici, 2300 références et c'est effectivement un lieu que j'adore puisque repose ici toutes mes trouvailles depuis plus de 20 ans. Et justement, comment est-ce qu'on sélectionne, comment est-ce qu'on choisit les vins prestige? Il y a 2 axes. D'abord, effectivement, les grands vins, les trésors nationaux qu'on doit avoir sur carte et aussi et surtout le reflet de mes visites. Donc ces jeunes talents qu'on va sélectionner, choisir pour leur savoir-faire et leur passion. Et c'est comme ça qu'on crée la cave de l'hôtel de Crillon. Puis il y a le saké aussi. Vous êtes presque un expert du saké autant que le vin, non? Oui, effectivement, l'empereur du Japon m'a donné un titre de saké samouraï en 2020. Donc c'est un titre assez prestigieux. Et effectivement, je suis un peu ambassadeur de cette boisson en France. Alors là, on est au restaurant L'Écrin, 1 étoile Michelin, et la particularité ici, c'est qu'on sert le vin avant les plats. En fait, c'est le vin qui fait l'accord, c'est ça? Comment ça se passe? Le client sait ce qu'il boit, mais pas ce qu'il mange. On va définir le choix des vins, et à partir des caractéristiques de chaque bouteille, de chaque vin, on va en créer un menu, on va l'orner ce vin du plus beau des menus, et donc qui rendra hommage à la bouteille choisie. Lorsque je rédige le bon qui part en cuisine, je le rédige à la main, puisque bien sûr on donne des consignes au chef.
En fonction du vin que les clients vont choisir, et bien avec le chef, ensemble, on va discuter, puisqu'on n'a que 8 tables ici, donc on peut le faire, sur la cuisson. Peut-être la sauce, la concentrer un peu plus, ou au contraire la délier un peu plus, la rendre plus fine, ou passer quelque chose au barbecue ou pas, pour essayer de se caler sur les derniers détails, pour qu'on envoie des assiettes uniques et que chaque table ne mangera pas la même chose. Éric Vallat, ça vous parle, ce que dit Xavier Tuisa, ce savoir-faire? Oui, bien sûr, hein, c'est ce qui nous fait vivre aussi. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on le retrouve aussi à l'autre bout de la chaîne, à l'hôtel de Crillon. C'est formidable d'avoir des personnes comme celle-là avec lesquelles on peut dialoguer et avec lesquelles on peut aussi discuter de la meilleure manière d'exposer et de vendre nos produits. Parce que, juste pour finir, mais je disais qu'une marque d'exception, c'est un produit, c'est une marque. Donc le produit, c'est l'aspirationnel, je sais pourquoi j'achète. Hein. La marque, c'est l'aspirationnel, son univers me parle, ses valeurs me parlent. Et puis il y a l'expérience. Et l'expérience, c'est au moins aussi important, c'est là que l'émotionnel rencontre le rationnel. Et c'est chez Louis XIII quelque chose que l'on a décidé de pousser de manière très pionnière dans l'univers des spiritueux, puisque partout c'est possible. L'idée, c'est de le vendre en direct, c'est de connaître nos clients finaux, et donc de proposer des expériences un petit peu hors normes à nos clients, tout comme de recruter des grands vendeurs, comme il peut y en avoir dans la joaillerie, de vendre en direct sur nos sites d'e-commerce ou d'ouvrir des boutiques. Et c'est pour ça que c'était assez logique de vous lancer dans la parfumerie ultra fine, d'utiliser ce savoir-faire, d'utiliser ce circuit et cette connaissance de vos clients pour les emmener jusqu'à Maison Psyché. C'était logique ou c'était un pari, ou les deux? Les deux, parce que c'est vrai qu'il y a une logique au sens où finalement on peut retrouver les mêmes clients pour ces deux types de produits, mais c'est aussi d'abord l'idée que la parfumerie, le monde de la parfumerie et le monde des spiritueux sont très proches. Ils partagent ce souci de la matière première. Proches dans leur élaboration aussi? Absolument. Dans les process, ils partagent ce souci de la matière première, la meilleure qualité de matière première. L'assemblage est important aussi dans le monde du parfum, le nez, essentiel. Évidemment. Et je me suis dit, mais finalement, il y a une chose que le monde du parfum ne fait pas, en tout cas ne fait pas comme on peut le faire nous, c'est faire mûrir leurs très belles essences dans des fûts de cognac, en l'occurrence chez nous à Cognac. Et en fait, il se passe avec ces essences parfumées exactement ce qu'il se passe avec nos eaux de vie. Elles sont sublimées. En fait, les notes de tête deviennent des notes de cœur. Donc la sensation olfactive qui est censée être légère, elle est plus fixée, ça dure plus longtemps, il y a plus de complexité, de richesse, de puissance aromatique. Et donc finalement, c'est un peu un rêve de se dire, mais et si pourquoi pas? Et si on réunissait ces deux savoir-faire-là et on en profitait pour créer un produit d'exception? Et c'est comme ça qu'est née Maison Psyché. On a fait plein de tests, on a essayé des choses, on a fait vieillir dans nos fûts, etc. On a testé des essences. Baptiste Loiseau a travaillé avec le nez. Sophie Labbé, qui est parfumeur principal chez Firmenich. Et c'est l'association de ces deux savoir-faire qui a donné ce produit d'exception. Avec une clientèle qui n'a pas été perdue, vous avez tout de suite trouvé la clientèle qui répondait favorablement à ce pari? Ce serait prétentieux de dire qu'on l'a déjà totalement trouvé, mais on part à sa rencontre et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on présente, on vend. On est là aussi sur les mêmes gammes de prix. Hein. Il y a quelque chose d'assez symétrique entre dans le haut de gamme. Plus haut. Oui, tout à fait, encore plus. Mais oui, c'est vrai qu'une carafe Louis XIII au prix que l'on évoquait, c'est l'équivalent d'une montre à 25 000 €. C'est vrai qu'on est sur des produits de toute façon qui, quelque part, sont dans l'ultra-luxe. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est la conséquence de ces 150 années. Louis XIII, c'est une évidence parce que Paul-Émile Rémy Martin, il y a 150 ans, a eu l'idée folle de se dire « je vais mettre de côté mes plus vieilles eaux de vie pour en faire le plus beau produit ». Voilà, comme chaque semaine dans Iconic Business, des iconiques de l'invité. Votre top 3 du luxe, votre illustration du luxe. En premier, c'est une maison pas comme les autres. Alors, Hermès. Tout à fait. Ça, oui, alors tout à fait. Alors, top 3, bon, en tout cas, sont des produits qui me font rêver. Pourquoi? Parce que Hermès, pour moi, c'est une très belle incarnation à la fois d'un savoir-faire et d'un imaginaire. C'est-à-dire qu'au-delà du produit, qui est formidable, évidemment, mais il y a aussi une marque extrêmement aspirationnelle, des vitrines qui font rêver. Donc, c'est un ensemble extrêmement cohérent et pourtant beaucoup de collections diverses et variées. Et moi, j'avoue que ça me fait rêver. Une fois, on nous a appelé le Hermès des spiritueux. Ça a été une source de grande fierté. Bon, en deuxième place, on trouve une marque française de bateaux et de voiliers qui est Toffinou. Vous naviguez?
Oui, oui, je navigue, oui. Et j'adore être sur l'eau. Et pour compléter ce top 3, une île, mais une île pas n'importe laquelle, une toute petite île, une île artistique au Japon. Oui, qui était un site industriel à une époque et qui a été transformé par la volonté d'un milliardaire japonais en île dont il voulait faire la capitale de l'art. Bon. En fait, je n'y suis jamais allé, c'est ma frustration parce que j'ai vécu au Japon. D'accord. Et un regret, c'est de ne pas y être allé, mais c'est aussi ça le luxe, il y a une part d'inaccessible. Voilà, donc à moi d'en faire un jour quelque chose Il faut d'accessible. garder des cases à cocher justement pour prendre la direction de l'île de Naoshima, 8 km² je crois seulement. C'est ça, toute petite, une île musée aujourd'hui. Il n'y a que des œuvres d'art qui se promènent dans la nature, qui sont posées dans la nature, et on dort dans le musée. C'est une expérience un petit peu une belle embêtante. expérience. Merci beaucoup Éric Vallat, directeur général de Rémy Cointreau, d'avoir été dans Iconic Business. On va retrouver un autre amoureux des spiritueux, le joaillier Laurence Baumer, grand connaisseur de whisky dans un instant. Ce sera dans les désirables de la semaine. Tout de suite, l'Iconic Capsule. La maison Gainsbourg ouvre ses portes. C'était à ne pas louper et c'était avec Eva Jaco. 30 ans après la mort de Serge Gainsbourg, le 5 bis rue de Verneuil dévoile enfin ses secrets. Un projet que Charlotte Gainsbourg a en tête depuis de nombreuses années et qu'elle a orchestré elle-même. Il s'agit d'une visite immersive qui plonge le spectateur au cœur de cette maison mythique, guidée par la voix de Charlotte qui dévoile ses souvenirs d'enfance de pièce en pièce. Des gitanes encore présentes dans un cendrier, au mythique fauteuil de Gainsbourg, en passant par ses disques d'or, ses photos et son célèbre Steinway. Tout est resté intact dans cette maison de 130 mètres carrés. Chaque pièce, œuvre, objet, manuscrit, magazine et partition retrace la vie de Gainsbourg. En plus de la maison, un musée est également consacré à l'artiste au 14 rue de Verneuil à Paris. Tout de suite, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec un duo d'associés, Laurence Baumer de la maison du même nom et Cédric Aumonier, on a la création d'un côté, la stratégie de l'autre, c'est ça pour résumer ? Absolument, c'est comme ça qu'on se partage les rôles. Vous partagez le travail et Nathan Cocampo, évidemment, avec votre sélection de la semaine, un pop-up Guerlain, une nouvelle collaboration. Oui, la maison Guerlain propose une nouvelle collaboration avec la marque de joaillerie turque Begum Khan. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, la créatrice a imaginé des parures d'exception pour l'iconique flacon aux abeilles qui célèbre ses 170 ans cette année. Le résultat, ce scarabée façonné à partir de matériaux rares. Pour l'occasion, donc, un pop-up éphémère se tient en ce moment à la boutique du 68 avenue des Champs-Élysées. On continue avec un mélange entre l'Orient et l'Occident. Un hôtel d'exception va bientôt ouvrir ses portes aux Chartrondes, le quartier historique des négociants en vin de Bordeaux. Une nouvelle adresse 5 étoiles signée par le célèbre décorateur Philippe Stark. Un lieu d'exception de 97 chambres, 3 étages comprenant piscine, terrasse de 250 mètres carrés et restaurant japonais. Et une vente aux enchères d'exception, là aussi, Nathan. Le fameux chapeau de Michael Jackson, porté en 1983 lorsqu'il a pour la première fois réalisé le moonwalk. Il interprétait alors Billie Jean devant les caméras de la chaîne américaine NBC. Le chapeau est estimé entre 60 000 et 100 000 euros. Au total, 200 lots sont mis en vente, dont le disque d'or de Madonna. Avis aux amateurs, la vente est prévue à Paris le 26 septembre. Et puis, on finit, comme à chaque fois, avec une adresse gourmande d'Audrey. Une réouverture attendue, celle de l'Espadon du Ritz, fermée depuis 2 ans. Le célèbre restaurant parisien ouvre une nouvelle page avec la chef Eugénie Bézia. Passée par les cuisines de Michel Saran, elle proposera des plats autour de l'Afrique et de la Méditerranée. Un restaurant intimiste imaginé dans l'esprit d'une salle à manger. Merci Nathan Cocampo. Vous en parliez il y a un instant d'un pop-up Guerlain. Laurence Baumer et Cédric Aumonier de la même maison du même nom, le joaillier. Vous avez travaillé pour Guerlain. Il y a eu une collaboration avec Guerlain. Absolument. Nous avons une partie de ce que nous faisons est d'aider nos amis dans le luxe et donc de faire du design pour eux. Et dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec Guerlain. On a réalisé le rouget, vous savez, celui avec le petit miroir qu'on voit ouvre. bien. Donc ça, c'est notre dessin. Et également, alors une abeille, c'est pas celle que vous avez représentée, mais elle est en cristal de baccarat. Et le parfum flotte et lévite sur les ailes. Bon, je le disais tout à l'heure, Laurence Baumer pour la création, Cédric Aumonier pour la stratégie. Vous partagez les rôles à peu près comme ça. Dans tous les cas, vous êtes attentif à ce qu'on vous présente comme le seul et dernier joaillier indépendant de la place Vendôme. Est-ce que vous avez l'impression que c'est indispensable de le préciser ? Oui, c'est indispensable de le préciser parce qu'on connaît tous les deux les grands groupes et donc on apprécie la liberté et l'agilité d'être un indépendant. Laurence Baumer, ça veut dire que ça vous garantit une certaine créativité, un caractère unique ? Ça permet d'être totalement libre. Vous voyez, on n'est pas prisonnier de ce qu'on a déjà fait et puis qu'on réinterprète.
c'est vrai que tous les matins, j'arrive, c'est un peu intimidant, il y a une page blanche, mais c'est la page blanche et c'est vraiment la page blanche. Donc, on essaie régulièrement d'innover. C'est vrai qu'en tant que créateur, il faut inventer des nouvelles choses. Toujours. Présenter des choses comme, par exemple, les diamants tatoués qu'on peut voir. On a utilisé le titane, des plumes, toutes sortes de matières, des matières olfactives. Donc, c'est ça qui est amusant. Et chaque matin, l'aventure redémarre. Et des créations que vous voyez hein, si vous nous suivez à la télévision. Pourtant, les grandes maisons, vous savez ce que c'est. Hein, Chanel, Louis Vuitton, vous êtes déjà parti avec ce cahier des charges. Maintenant, vous allez chercher juste la liberté de seulement faire des collaborations. Alors, on fait ce qui m'intéresse le plus, c'est la personne la plus importante au monde, c'est-à-dire nous, la maison, ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'on se concentre sur notre joaillerie et aussi sur une partie que j'aime beaucoup, qui est d'accompagner d'autres maisons en collaboration, que ce soit, par exemple, NC. On a fait une carafe réalisée par Baccarat en forme de ballon de basket pour fêter cette collaboration. C'est quoi le style Baumer, selon vous ? Comment vous décrivez votre style? Mais la question s'adresse aux deux. Hein. Oui, je préfère ne pas répondre pour moi-même, parce que c'est toujours dur de parler de soi-même. Mais Alors, c'est la très bonne question. En fait, travailler avec un créateur aujourd'hui, c'est aborder tous les styles. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pour des maisons de couture dont le créateur n'était plus là. Et on allait chercher dans les archives des époques, comme on le voit avec certains artistes, hein, des époques. Et alors, Lawrence, comme on a un créateur vivant, le dernier aussi créateur vivant de la plage Vendôme, donc on prend soin de notre créateur, il crée plein de styles différents. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un style en particulier. J'allais dire, le style de Lawrence, c'est celui de s'adapter à ses rêves, à ses désirs du moment. Un style caméléon. Un style caméléon, mais on retrouvera dans nos collections beaucoup de pierres de couleur. Lawrence ose à travers ses créations. Voilà. Je dis souvent qu'il n'est pas assez commercial, mais c'est pour ça que vous êtes là. Mais exactement. Et puis moi, c'est la liberté que je lui donne, c'est justement de s'éclater. On aime bien dire avec Lawrence que ce qui nous amuse, d'abord nous, amusera nos clients et fera plaisir à nos clients. Et d'ailleurs, je crois que c'est vous qui le dites, hein, les bijoux ont une âme plus qu'un prix. Bon, les deux quand même. Il y a un peu des deux quand même. Mais c'est vrai que la priorité, ça a toujours été de s'amuser. Et une des particularités aussi de ce qu'on fait, c'est d'être à l'écoute de ceux qui viennent nous voir et de créer des bijoux qui racontent une histoire. C'est ce qui se passe quand il y a la rencontre avec Charlène de Monaco. On parle de cette tiare écume de diamants, mais c'est la rencontre qui se fait et s'adapter à ce qu'elle est. Oui, alors ça a été un moment formidable, je pensais bien. J'imagine. Réaliser la tiare d'une princesse, française, dans le périmètre en tout cas. Et moi, je dis toujours, quand on crée à quatre mains, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire, on essaye de capitaliser sur ce qu'on a de meilleur. Donc là, le thème, c'était l'élément qui est l'eau, puisque c'est Monaco sur la mer, la princesse nage, moi j'aime le surf. Donc on a fait comme une vague qui déferle sur la tête. Et c'est ce qu'on a retrouvé là, et tout le monde l'a bien aimé, puisqu'elle a été choisie de façon anonyme parmi plein de créations que d'autres confrères avaient aussi proposées. Et ça veut dire qu'après une telle collaboration, les retombées, elles déferlent aussi ? Alors, absolument. Après, c'est du long terme. Hein. Toutes les femmes ne se marient pas entières. Non. Mais c'est de la notoriété, bien sûr. Et puis après, ça donne aussi un peu de crédibilité. Après, ça intimide aussi un petit peu. Donc, nous, on sait faire aussi des choses beaucoup plus simples. Une palette plus large. Par exemple, des petits anneaux. Vous voyez, j'adore celui ici, le battement de cœur que j'ai là. C'est aussi des choses qu'on peut avoir à moins de 1 000 €. Donc c'est amusant d'avoir tout ce spectre-là et à chaque fois d'essayer d'avoir un petit message ou de transmettre une idée. Quand on se défend d'être le dernier joaillier indépendant de la place Vendôme, j'imagine qu'aussi on va flécher une certaine clientèle, une clientèle qui est davantage française, qui est très internationale. On a 50% de notre clientèle qui est française, qui est une clientèle fidèle et qui est une clientèle qui ne veut plus des marques. Nous, on fait partie un peu de cette vague, ce qu'on appelle le quiet luxury, toutes ces marques dont on parle un peu de bouche à oreille, et qu'on est content de recommander par la qualité, par la relation client qu'on peut avoir. Et la création d'abord plutôt que la marque. Et voilà, et la rencontre d'un créateur. Et en fait, on a des clients français qui ne veulent plus aujourd'hui de grandes marques, qui veulent des choses uniques, qui veulent la rencontre avec un créateur. Lawrence parlait de la création à quatre mains. Ce dialogue avec nos clients est très important, avec les amis de la maison, comme Lawrence aime les appeler. Et on a une clientèle étrangère, notamment une clientèle américaine, qui est très présente et qui est restée très fidèle.
Et depuis quelques années, une clientèle du Moyen-Orient, notamment qatari, puisqu'on a ouvert notre boutique au Qatar, à la demande de ces clients qui venaient nous voir Place Vendôme et qui nous disaient « mais il y a une place pour vous au Qatar ». La joaillerie se pose les questions de l'après, de la joaillerie de demain, des matières, des matériaux. Est-ce que pour vous, ça fait sens d'aller recycler, réinterpréter des archives, des bijoux déjà portés? Cela vous parle à l'heure actuelle? Alors moi, ça me parle beaucoup, mais ça me parle déjà depuis 20 ans. Depuis 20 ans, vous étiez déjà en avance. Fait, on vient nous apporter des bijoux de famille qu'on ne porte plus, et puis on va réutiliser la pierre, on va la transformer, on fond l'or, on le récupère. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, même si on l'a jamais mis en avant comme ça, parce que ce qui était important pour nous, c'était la création. Donc on continue à le faire, plus que jamais. Je crois que la plupart de notre or est d'ailleurs totalement recyclé. Et c'est quelque chose auquel on est très attaché. On ne le markete pas? On va commencer à le marketer, puisque maintenant il faut le marketer. C'est ça. Mais pour nous, j'allais dire c'est facile, parce que c'était déjà le cas, moi, quand j'ai rejoint la maison il y a 4 ans. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que 100% de notre or, enfin 99% maintenant 100%, était recyclé naturellement, puisqu'on travaille uniquement avec des ateliers qu'on connaît, qui sont très sérieux et qui, eux, déjà ont pris le pas sur cette tendance. Qui nous va très bien et qu'on encourage. Et que vous allez pouvoir emprunter et épouser encore de nombreuses années. Merci à vous deux, Laurence Baumer et Cédric Aumonier, le duo de joailliers de la Place Vendôme, le joaillier indépendant, Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.